Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Au-delà du mur. Aujourd'hui, je reçois un invité au parcours pour le moins atypique, David Nicolas. Entrepreneur depuis l'adolescence, il a exploré des secteurs très variés, connu l'excès et des passages difficiles avant de transformer sa vie pour se consacrer pleinement à la performance humaine et au dépassement de soi. Dans cet échange, il nous livre ses découvertes et ses routines, respiration, exposition au soleil, alimentation, qui lui permettent de maintenir une énergie incroyable au quotidien. Il nous explique également comment il s'est préparé à un ultra-trail de 255 km dans le désert de Namibie sous 55 degrés et nous montre que chacun peut puiser dans son propre potentiel en ajustant seulement quelques habitudes. Au programme, inspiration, énergie, astuces concrètes et conseils pour libérer votre plein potentiel. Et parce qu'il adore la poser à ses invités, je ne résiste pas à mon tour. Quelle est ta routine matinale pour te sentir plein d'énergie toute la journée ? Alors écoute, ma routine matinale, en réalité, elle est contextuelle. Au fur et à mesure du temps, j'ai développé toute une boîte à outils qui me permettent justement de la faire fluctuer en fonction de mon contexte, de l'endroit où je suis, de la qualité de la nuit que j'ai eue. Tu vois, par exemple, si je me réveille le matin et que je sens que la qualité de mon sommeil ou de mon énergie est inférieure à 7 sur 10, je me pose pas de questions, je fais 3 cycles de respiration Wim Hof et ça suffit à me faire entrer dans un tunnel d'énergie jusqu'au temps du midi. Et ensuite, après le déjeuner, je ferai une petite sieste de 10-12 minutes ou du NSDR, ce qui me permettra de rentrer dans un second tunnel pour l'après-midi. Et en réalité, grâce à ça, j'arrive à compenser potentiellement une nuit qui aurait été un petit peu dégradée. Mais il y a toujours un petit peu les mêmes patterns. J'aime bien faire entre 1 et 10 minutes de mobilité pour réveiller mon corps, me connecter à mes articulations, passer du système parasympathique au système sympathique. J'aime bien m'exposer au soleil, donc pour synchroniser mes rythmes circadiens. On a tendance à résumer les rythmes circadiens à la qualité du sommeil, mais en réalité, le corps est toujours en train de fluctuer, c'est une sinuosidale. Et donc, il y a tout un balai au niveau de nos organes, de nos hormones, de nos neurotransmetteurs qui modulent comme ça l'activité du corps pour nous rendre le plus efficace possible à la tâche qu'on a à accomplir. Et ça, c'est vraiment une symphonie qui est gérée par nos horloges internes et pour qu'elles puissent fonctionner au mieux, il faut qu'elles soient synchronisées, qu'elles sachent l'heure qu'il est. Et le soleil est vraiment le capteur, leur GPS qui leur permet de se synchroniser. Et il suffit de 2 minutes en extérieur d'exposition au soleil, 10 minutes s'il fait gris, pour opérer ça. Et ça va améliorer ton énergie le matin, mais aussi la qualité de digestion et d'assimilation le midi quand tu vas manger, ton pic de chaleur en fin d'après-midi qui va te permettre de mieux performer dans ton activité sportive, et puis évidemment la production de mélatonine le soir qui va favoriser l'endormissement et puis surtout les cycles de sommeil profond. Donc voilà, l'exposition au soleil, souvent en allant marcher, donc ça me permet de faire un petit peu de mouvement dès le matin, je promène mon chien, donc voilà. Il y a la douche froide, j'aime beaucoup l'outil du froid. Bien sûr, il y a des avantages physiologiques liés à l'hormèse, donc c'est-à-dire que ce stress aigu permet au corps de se renforcer, notamment en termes de système immunitaire et puis aussi de production de certains neurotransmetteurs qui favorisent l'énergie et la vigilance le matin. Mais pour moi, c'est surtout une façon de choisir la courbe de mon destin. C'est-à-dire que même après 50 douches froides, c'est toujours difficile. C'est toujours un deal avec mon cerveau qui essaie de trouver 1000 excuses pour ne pas le faire. Et réussir à avoir cette victoire, à rendre mes neurones inhibiteurs plus forts, c'est une façon de dire à mon corps, à mon esprit que je choisis mon destin, je choisis la courbe et le chemin de ma journée. Et c'est vraiment une action qui va catalyser, entre guillemets, toutes les autres.
Et le dernier point que je pourrais citer, c'est le jeûne intermittent. Là aussi, il y a des avantages liés à l'hormèse, à l'autophagie, au fait de nettoyer le système digestif, de favoriser la détoxification de certains xénobiotiques, etc. Mais si je le fais, c'est surtout parce que j'ai constaté que ça me donnait une meilleure énergie, une meilleure clarté mentale, une meilleure clarté d'esprit pour ma matinée. Donc comme ça, j'ai une glycémie qui est extrêmement stable et je peux rentrer dans mes phases de travail deep work. Donc le matin, c'est consacré à des tâches de fond. Donc j'évite de regarder mes mails, les réseaux sociaux, etc., WhatsApp, et je me focalise vraiment sur une tâche qui va me permettre de progresser sur mes objectifs à moyen long terme. Donc j'évite de répondre à des urgences, de gérer ma to-do list, etc. Mais j'essaie vraiment de travailler sur des sujets qui vont faire la différence sur mes... On aura l'occasion justement de revenir sur la Bible ou sur le nombre de livres, de films ou de vidéos qui t'ont permis justement d'arriver à ce niveau de connaissance-là. Mais il y a un point justement qui m'intéressait beaucoup d'avoir ton retour, c'était ta participation à un immense défi sportif la semaine dernière, si je ne m'abuse. Donc je pourrais pas commencer une interview correctement si je te demandais pas comment s'est passé ce fameux défi dans le désert de Namibie, c'est ça? Exactement. Donc c'est un ultra trail de 255 km en autonomie, c'est-à-dire que je porte dans un sac à dos mon sac de couchage, ma nourriture, une batterie pour recharger mon téléphone, voilà, mes vêtements, enfin tout ce dont je peux avoir besoin. Donc ça fait quand même un sac à dos qui hors eau fait 8 kilos. Donc ça ajoute une belle contrainte. Et donc c'est un ultra trail par étapes. Donc le premier jour on faisait 52 km, le deuxième 50, le troisième 42. Le quatrième 24 ou 25 et puis le dernier 92. Et qui se courait à travers le désert de Namibie, effectivement, qui est le plus vieux désert du monde, où les températures peuvent avoisiner les 55 degrés. Donc pour te donner un ordre d'idée, le dernier jour, celui des 92 km, j'ai bu 14 litres d'eau pendant ma course. Donc c'est absolument stratosphérique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un défi qui met en œuvre beaucoup de facteurs différents. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la partie préparation physique, donc liée à l'endurance, mais aussi à la force musculaire, parce qu'il faut porter ce sac. Mais il y a aussi une énorme composante mentale, notamment liée à la fatigue, à la chaleur, à l'accumulation des blessures, parce que naturellement, tu cours dans ces environnements qui sont hostiles, qui sont vraiment brutaux, et donc petit à petit, tu commences à avoir des cloques aux pieds, enfin voilà, différents petits bobos, le sac qui frotte dans le dos et puis qui arrache un petit peu la peau, et donc avec la transpiration, ça brûle, enfin voilà. Et donc tu as vraiment cette résilience mentale qui est aussi liée d'ailleurs à la durée, parce que quand tu cours comme ça 8 heures et puis le lendemain tu dois repartir, recourir à la même chose, etc., alors que tu es fatigué, et bien tout ça te permet vraiment d'aller puiser au fond de ressources dont tu soupçonnais même pas forcément l'existence. Et pour moi, c'est souvent quelque chose qui est extrêmement révélateur de beaucoup de choses, qui me permet de distinguer le futile de l'important, de mieux comprendre quelle est ma mission et la façon dont j'ai envie de dédier mon temps, de savoir quelles sont les personnes qui sont importantes pour moi et ce que j'aime vraiment. C'est vraiment une exploration, une introspection, et tu sais, dans la vie on ressent toujours un tas d'émotions, et là c'est un petit peu comme si elles étaient toutes concentrées dans un cocktail, mais sur 5 jours. Donc tu vas ressentir de la joie, de la contemplation, de la fierté, mais aussi parfois de la peur, du découragement, de la douleur, et t'as cette espèce de cocktail qui est concentré, et c'est un petit peu comme si ça réinitialisait tous mes capteurs, de telle sorte à revenir avec une vision beaucoup plus claire de la vie, des choses. Tu sais, on vit dans des quotidiens aujourd'hui qui sont tellement confortables qu'on en oublie d'apprécier la chance qu'on a tout simplement de pouvoir ne serait-ce que dormir dans un lit. Là, tu vois, pendant une semaine, tu dors par terre, sans matelas, sans oreiller, avec un confort extrêmement spartiate, rempli de sable. Évidemment, tu peux pas prendre de douche, tu as des irritations un peu partout. Enfin, il y a tout ça qui se cumule et qui crée vraiment, en fait, ça te ramène à un côté très primal, très sauvage de l'être humain. Et il faut quand même pas oublier que même si aujourd'hui on est civilisé, on n'en reste pas moins des animaux. Et se souvenir qu'on est un animal, parfois, ça fait du bien. Donc voilà, donc il y a cet aspect physique, cet aspect mental, cet aspect stratégique, parce que, eh bien,
Si tu pars tout feu tout flamme et puis que sur la première étape tu vas à fond, et ben malheureusement ceux qui ont choisi cette stratégie-là souvent se sont blessés, notamment aux pieds. Et donc lorsque tu as les pieds explosés parce que tu as vraiment trop de cloques et que ça a arraché toute la peau de tes talons par exemple, ben c'est difficile de repartir le lendemain. Donc il y en a qui ont abandonné dès la première étape, dès le deuxième jour, alors qu'ils avaient des capacités physiques et athlétiques probablement meilleures que les miennes, simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer leur fougue et leur effort sur la durée. Et le dernier point, il est lié au matériel parce que tu dois essayer de trouver un juste équilibre entre avoir un minimum de confort, de quoi te soigner, etc. Tu vois, du K-tape, etc. pour et puis des aiguilles pour percer tes cloques, voilà, suffisamment de nourriture et de calories. Et en même temps, chaque calorie supplémentaire que tu portes, que tu veux prendre, tu vas devoir la porter. Tu vois, je brûlais à peu près 6000 calories par jour. Je pouvais pas porter 6000 calories par jour. Ça aurait été beaucoup trop. Donc moi, j'avais choisi un équilibre aux alentours de 3000, 3002 par jour, donc à la moitié de ma dépense, ce qui me rendait en déficit calorique. J'aurais pu me dire, je prends que 2000. Avec 2000, j'aurais eu encore moins à porter, mais probablement que j'aurais pas eu suffisamment d'énergie pour finir. Donc, t'as vraiment toute cette réflexion qui est assez amusante et que j'ai probablement pas poussé aussi loin. Tu vois, je te parlais de mon sac tout à l'heure. J'ai choisi un sac qui était léger et vraiment dans ces endroits qui sont hostiles et brutaux, un petit problème peut vite devenir un problème beaucoup beaucoup plus grave. Et en l'occurrence, mon sac qui était très léger était peu résistant. Donc dès le premier jour, il s'est déchiré. Et donc je l'ai réparé justement avec du tape, donc une espèce de gros scotch que j'ai mis autour. Ça a permis de contenir mes affaires, donc ça m'a quand même offert la possibilité de continuer l'aventure. Mais avec justement la chaleur, la transpiration, et ce scotch a commencé à faire des espèces de bourrelets, et ces bourrelets ont frotté sur mon dos et m'ont arraché littéralement toute la peau du dos. Donc j'ai fini avec la peau du dos complètement explosée et voilà. Et donc ça ajoute, en fait, tu vois, au début c'est juste un petit problème et puis après t'as déjà la peau qui est à vivre, tu dois remettre ton sac quand même le lendemain et ça ajoute à toutes les difficultés tu vois, physiques, au niveau de la température, du terrain aussi, parce qu'on courait souvent dans du sable, c'est fatigant, etc. Et donc tout ça se cumule et fonde aussi toute la beauté du défi. Et puisque je parle de beauté, je ne peux pas ne pas citer ces paysages qui sont absolument incroyables et totalement préservés de l'homme. Aujourd'hui, tout est industrialisé, tout est utilisé, tout est exploité et tu vois vraiment la main de l'homme partout. Et dans ces déserts complètement préservés, d'ailleurs la Namibie est le deuxième pays le moins peuplé au monde avec la Mongolie, voilà, tu peux revoir des environnements juste purement sauvages dans lesquels traversent des animaux. Il y a des scorpions, il y a des serpents, des girafes, des éléphants, des babouins, et voilà. Ils sont sauvages, tu vois. D'ailleurs, on nous a donné des règles de sécurité en cas de morsure de serpent. En cas de morsure de serpent, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est savoir quel serpent c'est, justement, pour pouvoir l'identifier et puis trouver potentiellement un remède pour essayer de se sauver. Mais généralement, c'est quand même pas une bonne chose de se faire mordre par un serpent là-bas. Mais tu vois, même par rapport à la posture vis-à-vis d'un éléphant, voilà, t'es en train de courir, tu te retrouves face à un éléphant, il faut pas lui tourner le dos, il faut reculer doucement. Et voilà, c'est des choses dont on n'a plus l'habitude parce que aujourd'hui, nos environnements sont totalement contrôlés. Donc voilà, ouais, c'était vraiment quelque chose de grandiose, j'ai envie de dire. En tout cas, quand tu m'en parles, j'ai l'impression que j'y étais avec toi. Qu'est-ce que tu recherchais dans la participation de ce défi-là? Parce que tu as parlé de nombreux aspects comme si c'était un test que tu cherchais à faire, comme si c'était un projet sur lequel tu travaillais. Moi, c'est vrai que quand je prends part à une compétition, il y a la phase de préparation, il y a la compétition en elle-même, il y a la phase post-compétition, mais j'ai l'impression que tu as décortiqué, analysé déjà l'intégralité de cette aventure. Donc, qu'est-ce que tu recherchais en prenant part à ce défi? C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que on a tendance à focaliser sur la réussite d'un défi, d'un exploit ou d'une course en elle-même, alors que c'est juste la face émergée de l'iceberg. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est toute la croissance personnelle que tu vas avoir dans la préparation. Et le fait d'avoir cet objectif te motive et c'est ça qui te donne envie potentiellement de sortir dehors malgré le fait qu'il y ait de la pluie, du vent et que t'aies pas envie ce jour-là, etc. Et de rester engagé dans ton projet, dans ton objectif. Donc
et moi, si tu veux, je suis pas un coureur à la base. J'étais très 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 mauvais à l'école. Je séchais tous les cours de PS. J'ai eu une vie qui était complètement différente, dans laquelle je faisais pas du tout de sport. Et j'ai eu envie de courir à un moment, il y a à peu près 2 ans, justement, un peu comme vengeance contre mon passé, en me disant non, je suis pas plus con qu'un autre, je dois pouvoir y arriver. Et donc je me suis inscrit à cette époque-là à une Spartan Ultra. Donc c'est une course d'obstacles qui fait 55 km, 3500 mètres de dénivelé et 60 obstacles. Et donc j'ai recommencé à courir à cette occasion. Donc ça fait que 2 ans que je cours et effectivement, moi j'aime bien ce genre de défi parce que ils me permettent. J'adore explorer en fait. J'aime bien me qualifier d'explorateur du potentiel humain. Et là, ça me permet d'explorer bien sûr la géographie, mais aussi mes capacités physiques, mes capacités physiologiques, mon mental et même le côté conscience et spirituel, parce que justement quand tu arrives dans ces états un petit peu extrêmes de fatigue, de découragement, etc., il y a des choses assez spécifiques qui se passent dans ta tête. Tu vois, par le passé, ce que je prenais pour être mon plein potentiel était peut-être que 50% de mon potentiel. Et je peux le dire parce qu'aujourd'hui, j'ai la sensation d'être à 100% et je vois le gap entre les deux. Et donc j'espère par la participation à ce genre de choses montrer qu'en réalité le périmètre d'action de l'homme est absolument prodigieux, qu'on est doté de super pouvoirs et que on est tous capables d'aller les réveiller, d'aller les chercher. Et moi, je suis l'archétype de tout ça parce que j'étais pas sportif, je me droguais, j'étais alcoolique, j'ai pris de la cocaïne, j'ai fait beaucoup trop la fête, j'étais sédentaire, j'avais une alimentation déplorable. Enfin, j'ai vraiment pas de prédisposition athlétique de base et malgré tout, j'arrive à poursuivre mes rêves. Pour les personnes qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu pourrais me dire qui tu es et d'où tu viens? Qui est David Nicolas? Qui je suis et d'où je viens. J'aime bien me qualifier comme un entrepreneur. Je pense que j'ai toujours fait ça avant même de savoir ce que ça voulait dire. Je me souviens quand j'avais 12 ans, j'avais fait un petit site avec Frontpage où je racontais un petit peu mes aventures en Bretagne et puis je proposais aux gens de recevoir un sachet de coquillages de Bretagne que je ramassais sur la plage et en échange de 3 timbres. Et donc il y en avait un qui me servait à envoyer le sachet de coquillages et puis les 2 autres que je revendais à mon père et qui me permettaient d'avoir un petit peu d'argent. Et puis après j'étais en Italie, j'ai ramené des palmiers, des bébés palmiers que j'ai essayé de revendre sur le marché en Bretagne. Après j'ai fait des élevages de serpents et de lézards et je revendais les bébés sur internet. Alors je peux te dire que ma mère, quand elle a reçu un appel des pompiers parce que j'avais un serpent qui était bloqué à l'aéroport et qui savait pas s'il était venimeux ou pas, ça a été assez folklorique. Mais voilà, mais donc je pense que j'ai vraiment toujours eu ça dans le sang avant même de me qualifier en tant que tel. Et puis l'un de mes premiers business un peu sérieux était dans le monde de l'adulte où je vendais, j'avais 17 ans, je vendais des accès à des zones membres pornographiques. Et c'est un milieu qui m'a beaucoup appris sur le plan marketing, sur le plan du business, etc. Mais qui m'a fait aussi tomber dans des travers qui étaient pas forcément valorisables. Et notamment, c'est une période où j'ai commencé à consommer pas mal de drogue, d'alcool, etc. Malgré le fait que j'avais la sensation de cocher un petit peu toutes les cases de la réussite sur le plan social, on va dire, je me sentais absolument pas épanoui sur le plan humain. Et donc j'ai cherché à donner plus de sens à ma vie. Il y a plusieurs éléments qui ont catalysé un petit peu ce wake-up call. Et des livres qui m'ont marqué, mon père qui est décédé d'une cirrhose du foie, mon frère qui m'a poussé à m'inscrire à une box de CrossFit et qui a réveillé un petit peu mon aspect et mon esprit compétitif, surtout envers moi-même. Et voilà, et donc petit à petit, au début c'était juste une petite lumière sur un chemin parallèle. Et puis j'ai commencé à l'arpenter et maintenant je suis à 180 degrés de la personne que j'étais autrefois. Il y a 5 ans, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Limitless Project, qui avait pour vocation de comprendre quels étaient les déterminants de la performance humaine, qu'elle soit physique ou mentale. Donc je reçois des entrepreneurs, des scientifiques, des médecins, des athlètes pour voilà, essayer de trouver quelles sont les clés de nos super pouvoirs. Et en réalité, c'est vraiment une aventure qui a changé ma vie. Parce que, outre le terreau de connaissances extrêmement riche que j'ai pu obtenir grâce à ces épisodes, eh bien, ça m'a mené à vivre des tas d'expériences qui m'ont transformé, qui m'ont fait grandir en tant qu'homme, telles que l'ascension du Mont Blanc, une retraite ayahuasca, du yoga Tuma en Italie, vraiment des choses extrêmement variées et qui ont vraiment modifié ma vision de moi-même, du monde.
et petit à petit qui ont fondé aussi mon besoin de donner beaucoup plus de sens à ce que je faisais sur le plan professionnel. Donc j'ai quitté la startup que je dirigeais et là je suis en train de lancer une nouvelle marque qui s'appelle Féroce et qui vend notamment des steaks hachés composés à 80% de viande de bœuf et à 20% d'abat, donc avec du foie et du cœur dedans, partant du principe que l'alimentation moderne est 4 fois plus pauvre que celle de nos ancêtres, que la réponse classique de nos industries, c'est de concevoir des poudres par la chimie, des poudres multivitamines et multiminéraux, alors que la nature a façonné pendant des milliards d'années des aliments qui sont parfaitement adaptés aux besoins du corps humain. Et notamment le foie, qui est l'aliment le plus nutritif de la planète. Donc il suffit de 7 grammes de foie pour couvrir un tiers de nos besoins en micronutriments essentiels. Le problème, c'est qu'on a perdu l'habitude d'en manger. Donc mon idée a été de le cacher dans un steak haché qui a un goût absolument délicieux et en même temps une densité micronutritionnelle hors norme. C'est extrêmement intéressant cet aspect-là justement. Donc tu parlais cette entreprise. C'est qui ton public cible? Qui est-ce que justement tu essayes de toucher avec tes podcasts? C'est principalement des gens qui ont envie d'exprimer leur plein potentiel. Donc, il y a des athlètes, il y a des professionnels de la santé, il y a des entrepreneurs, il y a des C-level, etc. en start-up. Donc voilà, c'est assez varié. Et puis au final, si tu veux, au début, c'était vraiment des gens qui étaient ouais, qui était passionné par cette quête de performance. Et puis, ce qui est assez amusant, c'est que quand tu fixes tes besoins physiologiques et tes besoins de sécurité, donc la base de la pyramide de Maslow, eh ben, tu peux aller monter dans des étages un petit peu supérieurs d'intelligence, entre guillemets. Et puis, les derniers étages sont plutôt liés à la conscience, au sens que tu donnes aux choses, à cette exploration un peu plus spirituelle. Et donc, j'ai été aussi explorer ces sujets qui ont élargi aussi mon audience et peut-être, c'est un terme qui est pas terrible, mais qui se rapproche plus de développement personnel. On perçoit une cohérence justement dans les propos que tu as, mais il y a une question en fait qu'on peut se poser quand on entend tout ce que tu dis, c'est comment est-ce que tu as construit le chemin entre l'ancien David et le nouveau David? Ah, c'est une question absolument passionnante parce que j'ai l'impression, tu vois, quand t'entends des témoignages comme le mien, et puis moi, comme j'ai pu en entendre, que c'est perçu comme une montagne. Tu dis, waouh, tellement de choses à faire, tellement de changements à faire dans ma vie, même quand, par exemple, tu t'intéresses à l'écologie, etc. Tu dis, waouh, ça semble impossible. Et en réalité, c'est parce que y a rien qui s'est fait du jour au lendemain. C'était juste des petits pas. C'est la même chose quand je fais de l'alpinisme, je vois le sommet là tout en haut, et je me dis, waouh, mais j'arriverai jamais en haut. Puis en réalité, il suffit de mettre un pas devant l'autre et puis au bout d'un moment, tu y arrives, quoi. Donc moi, je l'ai pas décidé, tout s'est fait entre guillemets naturellement. J'ai juste arpenté mon chemin. Donc au début, c'était juste une petite lumière, comme je le disais, sur un chemin parallèle. Je me souviens, j'avais lu Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort de Scott Carney et j'avais trouvé ça. Donc c'est un livre qui parle de la méthode Wim Hof. Scott Carney, c'est un journaliste d'investigation et puis son idée initiale, c'était de débunker ce gourou du froid. Donc lui, il croyait pas du tout à la méthode Wim Hof et puis son but c'était de montrer que c'était un charlatan. Et au final, il est tombé amoureux de la méthode et puis ça en était l'un des plus grands l'un des plus grands ambassadeurs. Mais et donc Je j'ai lu pense ce ça. livre-là et puis j'ai commencé à prendre des douches froides et puis j'ai ressenti des trucs et je me suis dit en fait je regarde le monde avec mes lunettes et je m'aperçois à ce moment-là que il y a plus, qu'elles peuvent être plus larges. Et puis petit à petit tu tires le fil et c'est un petit peu comme un gosse à Noël, tu vois, il y a il y a plein de cadeaux et puis en fait à chaque fois que tu en ouvres un nouveau, tu découvres de nouvelles choses, tu trouves ça trop cool et puis tu vois qu'il y en a 10 derrière. Donc plus tu connais, plus tu t'aperçois que tu sais rien et donc c'est absolument passionnant et donc je suis tombé accro en fait à cette connaissance, à cette découverte et surtout que tu as un feedback direct parce que tu te rends compte que t'es plus productif, t'es plus créatif, t'es plus heureux, t'es mieux d'un point de vue émotionnel, t'as un meilleur sommeil, t'es plus fort, t'es plus endurant. Enfin, au final, il y a tout dans ta vie qui évolue positivement et voilà, et c'est assez grisant et ça te donne envie de continuer. Et donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est le chemin de 5 ans de croissance. Mm. Et à aucun moment tu t'es dit il faut que je me réaligne justement parce que j'ai l'impression de m'égarer.
Si, à un moment, il y a eu justement une espèce de tension, de combat intérieur entre mon ancien moi qui adorait l'alcool, l'argent, les preuves extérieures de richesse, etc. Et puis mon nouveau moi qui cherchait beaucoup plus de sens et qui plutôt minimaliste et trouvait son bonheur dans les expériences plus que dans les biens matériels. Et donc les deux ont cohabité à un moment et ça a nécessité une forme de réalignement qui a été difficile parce que j'avais construit malgré tout une identité sur mon ancien moi qui était en train de changer et donc potentiellement des amis que j'avais me reconnaissaient plus, ou en tout cas moi je les reconnaissais plus. Plein de choses qui étaient importantes pour moi le devenaient beaucoup moins, et puis de nouvelles prenaient beaucoup plus d'importance. Et voilà, donc il y a eu une transition avec cette phase de tension inhérente à toute transformation, et surtout sur le plan professionnel, parce que j'étais, comme je te le disais, je dirigeais une start-up, j'avais des investisseurs, des salariés, et puis à un moment je me suis dit ok, mais je dédie mon temps à quoi là en fait? Est-ce que ça participe d'une quelconque manière à rendre le monde meilleur? Bah non. Ça a été dur pour moi déjà de voir la vérité en face, de m'en apercevoir, et puis après de trouver une voie de sortie parce que tout reposait sur moi. Donc c'est assez marrant d'être entrepreneur parce que tu te figures toujours qu'un entrepreneur est libre, alors que moi je me sentais absolument prisonnier de ce que j'avais construit. Donc il m'a fallu 2 ans pour organiser ma sortie. Donc ça a été très long. Mais si tu veux, au début, le niveau de tension, il est pas très élevé. Et puis en fait, plus t'évolues vers ton nouveau moi, entre guillemets, plus la différence avec l'ancien moi est importante, plus cette tension augmente et fonde une espèce d'urgence de réaligner justement la situation. C'est très juste. Quand on entend et quand on regarde les différents épisodes de podcast que tu proposes, des fois en audio, des fois en vidéo, bon, toujours les deux forcément, euh, on se pose des fois la question de cette fameuse ligne éditoriale. Est-ce que tu profites du moment pour parler d'un sujet, ou est-ce que tu construis tes épisodes de podcast pour répondre à des questionnements que les personnes pourraient avoir au fil de leur parcours? Ouais, c'est une question intéressante. Déjà, je pense que j'ai envie de m'amuser. Mon podcast, je gagne pas. Là, j'ai un sponsor en ce moment, mais pendant la 90% du temps de vie de mon podcast, je gagnais pas d'argent avec. Donc, il me servait surtout à gagner en connaissances, en compréhension. Donc, je le faisais surtout pour moi. Et donc, je choisissais mes invités tout simplement parce que j'avais lu un livre d'eux ou un article ou vu une conférence et qui m'avait semblé intéressant. Et donc, j'avais envie de les recevoir pour bénéficier de leurs connaissances. Ou alors, comme tu le dis, j'avais des questions. Tu vois, un sujet qui me taraudait, par exemple, je sais pas, les antinutriments des plantes. Là, en ce moment, c'est un petit peu à la mode. Tu vois, les plantes, elles peuvent pas se défendre, elles peuvent pas courir, elles peuvent pas s'enfuir face à un prédateur. Donc, elles développent des composés phytochimiques qui leur permettent, notamment, initialement, de paralyser les nerfs des insectes, de telle sorte à ce qu'ils meurent en les mangeant. Après, il y a quand même une ligne directrice, c'est que j'essaie toujours de m'intéresser à cette notion de potentiel humain. Ma conviction, c'est qu'on est incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie. Alors, il faut y jouer pleinement, et j'essaie de trouver vraiment les clés pour se faire. Et donc, il y a des épisodes qu'on pourrait penser hors ligne éditoriale. Tu vois, j'en ai fait un par exemple sur la finance, mais en réalité, l'idée, c'était pas de réfléchir à comment est-ce que tu peux investir ton argent, mais quel est notre rapport à l'argent et comment est-ce que ce rapport-là nous permet soit de gagner en liberté pour vivre une vie intentionnelle, soit au contraire nous emprisonne, parce qu'en fait tu t'aperçois qu'il y a des gens qui économisent de l'argent sur un compte épargne précisément pour se sécuriser, et qui plutôt que d'utiliser ce trésor de guerre pour vivre leurs rêves, finissent par en être prisonniers et ont peur d'y toucher, tu vois. Et donc en fait toutes ces problématiques liées à l'argent, elles sont liées d'une certaine façon à cette notion de potentiel humain et de vivre à la hauteur de ses ambitions et de ses passions. J'en ai fait un autre avec Baptiste sur un mode de travail un petit peu novateur dans son entreprise. Les gens travaillent que 4 jours par semaine, ils sont en full remote. Il y a des coachs à l'intérieur de l'entreprise dont le seul but est de faire en sorte que chaque employé justement puisse exprimer ses zones de génie pour leur propre épanouissement, mais aussi pour la performance de l'entreprise. Mais tu vois, ça, même si c'est une incursion dans le monde professionnel, je trouve que c'est quand même relié au potentiel humain, parce que dans une
entreprise, comment est-ce que tu peux exploiter au mieux tes talents naturels, les mettre en perspective avec tes expériences de vie et ce qui te fait vibrer pour justement exploiter ces fameuses zones de génie, des zones où t'es du domaine du non-effort parce que c'est juste fluide et donc d'une part tu vas avoir la satisfaction de donner le meilleur de toi-même, mais en même temps en termes de performance pour un chef d'entreprise, eh bien avoir des collaborateurs qui puissent être dans ces zones un petit peu parfaites, je suis convaincu que c'est facteur d'efficacité pour le développement à moyen et long terme de leur entreprise. Donc quelque part ça paraît éloigné de ma ligne éditoriale et en réalité non, pas tellement. Je vois totalement où tu veux en venir. Donc ça permet effectivement d'avoir recherché, après être allé rechercher tout ce savoir, toute cette connaissance, toujours avec un fil conducteur qui est le développement du potentiel de tout un chacun. Et après plus de 100 épisodes, j'imagine que tu as quand même commencé à esquisser un peu la méthode David. Ouais, bah c'est ce que je te disais, tu vois, j'ai un petit peu ma boîte à outils avec tous les outils, les hacks et les routines que j'aime bien utiliser. Après, ce qui est assez amusant, c'est que dans cette courbe de développement, au début, je savais rien, donc j'utilisais pas grand-chose. Puis après, j'ai commencé à courir un petit peu derrière ce syndrome de l'objet brillant, et puis à trouver un tas de trucs, et puis à vouloir en rajouter. Et puis finalement, maintenant, j'ai dégraissé beaucoup pour revenir à beaucoup plus de simplicité. Je parlais de ma routine matinale, mais en réalité, le fait de s'exposer au soleil, ce genre de choses, c'est juste des choses élémentaires. Tu vois, depuis l'aube de l'humanité, l'homme a toujours vu le soleil se lever le matin. Le fait de manger des abats ou de faire du bouillon d'os avec des tissus conjonctifs, même nos grands-mères le faisaient. Donc il n'y a pas besoin de remonter très très loin, tu vois. En réalité, on a mis en place aujourd'hui beaucoup de hacks et de biohacks pour essayer de fixer le fait qu'on a des rythmes de vie et des habitudes de vie qui sont décorrélés à ce pourquoi notre ADN nous a programmés. Il faut quand même savoir que le genre hominidé a plus de 3 millions d'années, le genre Homo a 300 000 ans, et puis la révolution agricole, c'est il y a 10 000 ans, et les produits ultra transformés, c'est 100 ans. Donc rien que si on se place dans la perspective de la révolution agricole il y a 10 000 ans, ça représente 1% de notre histoire, tu vois. Et donc je suis pas du tout rétrograde en train de dire il faut rejeter toute la technologie, etc. Je trouve ça génial de pouvoir te parler là maintenant. Je trouve qu'il y a des choses fantastiques à faire avec l'intelligence artificielle. Et puis je suis admiratif devant la capacité de l'homme à bâtir de nouvelles choses, à innover. D'ailleurs, il faut quand même redire que on est les héritiers de chasseurs-cueilleurs qui ont traversé des rivières déchaînées sur des rafiaux de bois avec des algues et des peaux de bêtes sur les épaules. Que grâce à ça, ils ont conquis le monde, ils ont construit des citadelles, des empires, on a même été marcher sur les étoiles. Enfin voilà, ça c'est quand même l'homme, tu vois. On est capable de choses prodigieuses. Donc ça m'inspire énormément. Mais je pense qu'il faut faire preuve de sagesse et trouver dans la nature une forme d'inspiration, même dans son mode de fonctionnement, tu vois. On a tendance à avoir, je trouve, des vies qui sont très soustractives. Il suffit de voir cette notion d'équilibre vie pro, vie perso. Ça suppose que si tu dédies du temps à l'un, tu vas forcément en soustraire à l'autre. Moi, j'aime pas du tout cette vision-là et les lois du vivant ne fonctionnent absolument pas comme ça. Moi, je préfère des visions beaucoup plus autocatalytiques, c'est-à-dire que en réalité, il n'y a pas vraiment de séparation. Moi, j'essaie de faire en sorte que chaque pièce du puzzle de ma vie contribue à élever les autres. Et donc, on parlait de trail plutôt dans l'épisode. Et ben en réalité, quand je vais courir, même si je fais une sortie longue le week-end chez moi, juste dans la montagne derrière chez moi, et que je pars 6 heures courir, ben peut-être que je vais écouter un podcast, peut-être que je vais simplement laisser mes idées gambader et que ça va me permettre de trouver des solutions à des problèmes complexes. Peut-être que je vais imaginer le texte de ma prochaine newsletter ou le discours d'une conférence que je vais donner. Donc au final, est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est du moment de plaisir? Parce que je suis aussi en contact avec la nature, j'écoute le bruit des oiseaux, j'observe les saisons, les plantes endémiques, etc. qui poussent. Parfois je croise des animaux. Ça m'aide à apaiser mon stress, donc à être un père plus présent et plus bienveillant avec mes filles, à être un mari plus à l'écoute de sa femme. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est du temps perso, c'est du temps de sport, c'est du temps de travail. Bah non, c'est un petit peu tout ça, tu vois. Et voilà. Et dans mes pratiques, il y a des choses que j'ai fait avec la seule finalité de potentiellement accroître ma longévité.
sans que je puisse percevoir de feedback spécifique positif sur l'instant T ou même à courte échéance. Bah, ça, j'ai eu tendance à les supprimer. Et donc tu vois, même parfois je fais des exercices de respiration qui me permettent d'améliorer ma capacité respiratoire. Et en réalité, c'est super pour le sport, le trail. Là, je l'ai vu quand il faisait 55 degrés dehors. J'utilisais parfois des techniques de respiration qui me permettaient de me recharger en énergie, d'évacuer un petit peu toute cette accumulation de stress oxydatif que j'avais. Et en 20 secondes, j'arrivais à me recharger pour recourir 500 mètres, tu vois. Et donc voilà, tous les 500 mètres, bah, je refaisais une pause de 20 secondes pour me recharger en marchant. Et puis voilà, mais tu vois, c'est des petits détails, mais c'est ça qui te permettent au bout d'un moment d'arriver au bout de 92 km par 55 degrés dehors. Et ces exercices de respiration, parfois je les fais juste chez moi, mais j'y prends du plaisir, tu vois, il y a un côté un petit peu méditatif, introspectif. Si c'était simplement dans le fait de me dire que je suis en train d'améliorer ma capacité pulmonaire et que je passe une demi-heure à faire ça tous les jours, ben je le ferai pas, tu vois. C'est pareil, dans le sport, tu as cette mode autour de la mobilité qui est devenue de plus en plus prégnante, et t'en as qui ont commencé à te sortir des formations, je vais citer personne, mais j'en ai acheté une, où tu te retrouves à faire 3 fois 1h30 par semaine de mobilité. Il faut pas oublier que la mobilité, à la base, tu l'as fait au service de ton sport, au service de ta santé. Donc si ça devient ton activité principale, ça n'a plus aucun intérêt. Donc je pense que c'est important de garder cette distinction. Et donc pour conclure là-dessus et cette longue tirade, j'essaie toujours de revenir à la physiologie, aux lois du vivant. Comment fonctionne le vivant? Est-ce que c'est cohérent avec notre histoire, avec ce que je connais de notre biochimie interne, de nos neurotransmetteurs, de nos hormones, de la façon dont nos ancêtres vivaient, dont les autres animaux vivent? Souvent, se poser ce type de questions, c'est très riche d'enseignements. C'est c'est très enrichissant de t'entendre parler. Et puis, à quelque part, dans les propos que tu tenais, je me disais à chaque fois, et si j'étais dans une grotte, j'image, hein, mais si j'étais dans un endroit sombre où je me sens pas bien, où je suis malheureux, à quel moment est-ce qu'il faudrait que je vienne me raccrocher à tes propos, ou alors où est-ce qu'il faudrait que je commence dans les épisodes, au niveau des axes, pour me dire, ah là c'est bon, je suis plus tout seul, il y a une solution pour moi, il y a moyen de remonter la pente. Ça, c'est peut-être quelque chose que je peux essayer. Bah, pour être honnête, la réponse va pas te satisfaire, mais justement, chaque invité partage à chaque fois un bout de sa vérité. Et en réalité, c'est un chemin d'exploration qui est très personnel. Donc, je pense que la seule façon de progresser, c'est d'écouter des épisodes, de se dire, ah bah tiens, ça me parle. Et si ça me parle, je vais le tester. Et en le testant, eh ben, garder certaines parties, puis en jeter d'autres. Et puis, évidemment, il y a des choses qui vont te parler, d'autres qui vont pas te parler, et puis qui te parleront peut-être à un autre moment. Et c'est ça aussi, tu vois, c'est avancer sur son propre chemin, c'est une exploration. Et je pense pas qu'il y ait de formule magique qui soit bien adaptée pour tout le monde. J'ai fait une formation sur Beyonder qui s'appelle Bioroutine, où je partage justement tout mon système. Donc ça, c'est les routines que j'utilise pour moi. Elles me permettent de me sentir avec une énergie maximale du matin au soir, 365 jours par an. Pour moi, c'est un super pouvoir parce que l'énergie, c'est vraiment le dénominateur commun de tout ce que je peux faire. C'est ça qui me permet de me dédier à des projets porteurs de sens, de passer du temps de qualité avec ceux que j'aime, et puis de poursuivre des défis qui me font rêver. Mais même ce système-là, en fait, si tu suis la formation, tu vas probablement trouver des outils qui vont beaucoup t'intéresser, que tu vas pouvoir implémenter dans ton quotidien et qui vont être game changer, puis d'autres qui vont pas du tout te parler, et c'est ok. Je pense que il faut qu'on fasse notre petite recette, notre petite tambouille, et je sais que c'est chiant les gens qui répondent ça. Moi, j'ai eu des invités sur mes podcasts qui répondaient comme ça et qui bottaient en touche, et ça m'énervait. Mais d'un autre côté, c'est vrai parce que on a été un petit peu habitué à avoir des formules magiques, des raccourcis avec ces pubs qui te disent voilà le six pack en une semaine, et puis c'est pas grave si t'es obèse parce que de toute façon t'as juste à prendre une pilule et puis tu vas perdre du poids. La médecine moderne est très basée sur ce côté allopathique, donc à te faire croire que si t'as le moindre maladie ou moindre problème, il suffira de prendre une pilule pour le régler. Mais bien souvent ces pilules en réalité elles se contentent de masquer les symptômes, elles vont pas aller traiter les causes. Donc c'est un petit peu comme si tu avais un voyant rouge qui s'allumait sur ta voiture pour te dire que tes pneus sont crevés, et plutôt que d'aller changer le pneu, tu prenais un marteau et puis tu tapes dessus. Et donc outre l'aspect santé, eh bien cette habitude qu'on a à prendre tout le temps des raccourcis nous a donné l'illusion
que les raccourcis existaient. Et je pense pas que ce soit le cas. Et en plus de quoi, je pense pas que ce soit valorisable parce que si je te demande, toi, Hugo, quelles sont les choses dont tu es le plus fier dans ta vie? D'ailleurs, je te pose la question, Hugo. Cite-moi la chose dont tu es le plus fier dans ta vie. Waouh. Ma famille, peut-être? Ok, bon, non, mais quelque chose que tu as fait. Avoir réussi mes études d'ingénieur. Voilà. Est-ce que ça a été facile? Ah, j'y crois toujours pas d'ailleurs, maintenant qu'on en parle. Est-ce que ça a été rapide? Ah, pas du tout, non. Donc, on est d'accord, tu vois, les choses qui te rendent réellement fier dans ta vie, c'est des choses qui sont toujours difficiles, c'est des choses qui prennent du temps. C'est parce qu'elles ont été difficiles, parce qu'elles ont pris du temps, parce que c'était pas gagné d'avance que tu peux en être Oui, fier. Et c'est ça c'est qui vrai. construit ta personnalité, etc. Donc, je pense que c'est pas bon de rechercher des raccourcis. Il faut juste, justement, j'aime bien cette notion de voir la vie comme un jeu. Et voilà, et dans le jeu, si t'arrivais directement au niveau 99 à battre le boss final, bah tu serais dégoûté, quoi. Le fait d'avancer étape par étape, c'est ça aussi qui rend tu vois, je te parlais de moi tout à l'heure comme un gosse à Noël qui ouvrait un cadeau et puis un autre. Voilà. Et donc, effectivement, il y a 100 épisodes sur Limitless. Il y en a peut-être qui vont parler à certains et puis pas à d'autres. Et puis, et sur ton podcast, je suis convaincu que c'est pareil. Il y a plein d'invités qui vont partager certains outils et moi, ça va me parler. Moi, ça m'arrive encore d'écouter un truc et puis de me dire, waouh, ça, j'en avais jamais entendu parler. Tiens, j'ai envie de tester. Et puis, paf, je teste. Et puis alors, je teste quelques jours et puis je me rends compte que c'est absolument affreux et que ça me convient pas du tout. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut persévérer un petit peu plus? Ben, peut-être. Alors, je persévère un petit peu plus et puis après je vois que ça me va pas du tout et tiens, je te prends un super bon exemple, la méditation. La méditation, à un moment, moi, je me suis convaincu que c'était super pour la santé, que ça permettait de réguler les émotions, que ça allongeait les télomères, donc on va dire que ça permettait de préserver notre ADN et donc de vivre plus longtemps. Je voyais plein de bienfaits et puis en plus j'avais lu le livre La tribu des géants de Tim Ferriss et puis j'avais vu que 80% des milliardaires qu'il avait reçus faisaient de la méditation. Je me dis il y a forcément un truc à aller chercher là-dedans. Et comme je suis un gars hyper discipliné, et ben pendant 9 mois tous les jours j'ai fait 20 minutes de méditation avec Petit Bambou. Puis après Petit Bambou m'a saoulé, alors j'ai pris Headspace. Puis après Headspace m'a saoulé, donc j'en ai pris une autre qui s'appelle Clarity Serenity, un truc comme ça, de Mathieu Ricard. Et en fait, j'ai passé 9 mois à passer tous les jours 20 minutes à faire de la méditation sans jamais y prendre de plaisir. Sans jamais à ce que ça m'apporte quoi que ce soit, si ce n'est peut-être un peu plus de perception de mes sensations, etc. Et voilà, et en fait, tu vois, c'est juste que mais j'ai expérimenté. Et c'est juste que c'était probablement pas le bon moment pour moi. Et ce qui est assez amusant, c'est que après j'ai arrêté la méditation, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. J'ai envie que les pièces du puzzle soient autocatalytiques, qu'elles s'additionnent plutôt qu'elles ne se soustrayent. Donc je voyais pas d'intérêt, si ce n'est théorique, à cette pratique. Et récemment, il y a un ami, Steve, qui a lancé une communauté en ligne. Et son ambition, c'était de faire la plus grosse communauté de méditants en France. Steve, c'est marrant parce que il est préparateur physique, il est combattant, il est cascadeur, il a un physique de fou. Donc, il a pas du tout l'image du petit bambou, tu vois. Et en réalité... j'avais pas spécialement envie, tu vois, moi je trouvais ça super qu'il fasse ça, mais moi j'avais pas spécialement envie de faire partie de sa communauté. Ma dernière expérience avec la méditation, comme tu l'as compris, était absolument pas incroyable. Mais comme c'est un ami, bah, j'ai quand même eu envie d'aller voir ce qu'il faisait et donc de tester. Et ben, figure-toi que dès la première séance, j'ai adoré, j'ai pris un plaisir fou à le faire. Probablement parce que l'intention avait changé. J'essayais pas d'avoir des bienfaits sur mes télomères, etc. J'essayais juste d'être là, présent pour un ami. Et donc j'étais présent à ce qui se passait, à ce que je ressentais. Il y avait pas de finalité derrière. Et puis en plus, il lit ça. Donc il y a une partie respiration et puis une partie méditation. Et donc la partie respiration. La respiration, c'est quand même un outil extrêmement puissant pour induire certains états modifiés de conscience, pour aller chercher certaines parcelles de ton esprit qui jusqu'alors étaient inaccessibles. Et donc, ça t'induit quand même dans un état très particulier, surtout si tu fais des choses de type breathwork, donc des espèces d'hyperventilation. Et donc voilà. Et donc le fait de lier la respiration avec la méditation, ça m'a marché très bien. J'ai eu des sensations assez folles. Je me sentais bien et tout. Je me sentais mieux après. Ça continuait à durer pendant toute la journée et puis le lendemain. Alors que ça durait 1 heure en plus, c'était deux fois plus long, 3 fois plus long que Petit Bambou, tu vois.
comme quoi. Et voilà, j'adorais. Et à la fin de ces méditations, souvent il y a une espèce de 5 minutes de lovefulness où t'invites des gens que t'aimes autour de toi, et à chaque fois ça me donnait un sourire sur. Je pensais à ma fille, à ma femme, à mon frère, à ma mère, et puis à mes amis, et puis là j'avais un grand sourire sur mon visage et je me sentais juste heureux et ça me rendrait heureux pour ma journée. Et donc là, ouais, je suis d'accord d'y dédier 1 heure parce que c'est génial. Et tout ça pour dire qu'il y a des choses, parfois c'est juste pas le bon moment, et puis ou c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne façon. Et voilà. Et donc tout ça pour dire que c'est individuel, il faut tester. Et le seul message que j'ai envie de donner, c'est soyez curieux de la vie. Et quand quelque chose vous parle, plutôt que de passer du temps. Aujourd'hui, on a tendance à rationaliser tout de façon extrêmement importante, à chercher à être persuadé que c'est le bon régime, la bonne méthode, la bonne truc, la bonne approche pour nous, le truc parfait avant de le faire. Moi, je suis plutôt partisan de se poser beaucoup moins de questions. Il y a quelque chose qui t'intrigue, que ce soit un régime alimentaire, un entraînement sportif, un défi. Tu vois, moi quand j'ai entendu parler là de Beyond the Ultimate, de ce défi dans le désert, j'ai pris ma place avant même de savoir si j'étais capable, et j'ai construit le plan après. Ça m'évite d'avoir peur d'ailleurs de savoir si j'y arriverai ou non. Pour ma Spartan Ultra, c'était pareil. J'ai vu cette idée, je me suis dit vas-y, je m'inscris, et puis après j'ai réfléchi à comment est-ce que je construis le plan pour y arriver. Donc être plus dans l'action, et très rapidement, tu vois, tu en retires de toute façon des enseignements, et voilà, et petit à petit tu crées ta propre recette, ta propre alchimie. Je suis très satisfait de la réponse que tu m'as donnée, même si au début, quand même, j'étais un peu sceptique en me disant super, malheureusement, moi qui ai fait une solution simpliste à pas mon problème, mais à mon questionnement de longue date. Mais c'est vrai que tu t'es très très bien rattrapé sur la fin, en tout cas. Sur le côté où il fallait tester, et puis les choses qui valent la peine sont difficiles et prennent du temps. Si on revient au projet qui t'occupe, donc tu parlais, tu as esquissé un peu avant les projets t'occupent ces temps-là. Du travail sur quoi, et c'est quoi les prochains hacks, ou c'est quoi la suite de Limitless Project? Alors, Limitless Project, déjà, j'ai décidé d'enregistrer maintenant en studio, donc il y a une qualité vidéo qui est bien meilleure que par le passé, parce que je fais à peu près 100 000 auditeurs par mois, et je trouvais que les audiences Mhm. sur YouTube, qui sont aux alentours de 30 000 par mois, étaient un petit peu faibles, et donc j'ai eu envie de jouer un petit peu mieux le YouTube game. J'ai écrit un bouquin dans lequel je compile justement tous les hacks entre guillemets que j'ai découverts, mais au-delà des connaissances théoriques, c'est des choses pratiques que j'ai pu expérimenter. Et donc c'est un livre qui se veut vraiment useful, tu vois. Et Mhm. donc je pense que ça va être chouette. Il y a le festival Limitless Project qu'on organise a priori 1 fois par an, qui permet de réunir les auditeurs autour d'ateliers, de conférences, de moments de partage, et c'est toujours des moments humains extrêmement forts. D'autant plus que, tu vois, on parlait de tension tout à l'heure. C'est vrai que quand tu te passionnes de ces sujets-là, que tu changes un petit peu de vie, parfois tu peux te sentir seul. Donc c'est chouette de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi passionnées que toi par le fait de vivre intensément. Et donc c'est un projet bénévole qu'on fait sur un modèle associatif. Et puis voilà. Après j'ai ma marque Féroce, et puis j'ai mes formations sur Beyonder. Donc à la base, Beyonder, l'idée c'était de mettre en lumière justement l'expertise de pointe de certains experts que j'avais reçus sur le podcast, partant du principe que parfois tu écoutes un épisode et tu trouves ça vachement intéressant, mais ça t'apprend pas à passer de 0 à 1. Et donc là, l'idée c'était vraiment de prendre les gens par la main avec un programme pédagogique étape par étape pour les emmener jusqu'au sommet, avec justement des cours, tu vois, qui sont progressifs, et puis des tips d'application pour qu'ils puissent directement l'implémenter dans leur quotidien. Donc j'en ai fait une sur la respiration avec Stéphane Johnson, une sur le fait d'adapter son assiette à son ADN, à ses individualités génétiques, avec le docteur Georges Mouton. Une que j'ai fait tout seul, où justement je raconte ce que moi je fais, tous les hacks, etc., que j'ai utilisé, expérimenté depuis ces 5 dernières années, et qui me semble digne d'intérêt. Et puis une nouvelle qui va sortir à la rentrée avec Anthony Berthoud, autour de justement un peu comment est-ce que Homo modernus, c'est-à-dire l'homme moderne, peut
faire correspondre son ADN ancestral avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, la plupart de nos problèmes, que ce soit des problèmes de santé, mais même des problèmes de type auto-humain ou même de stress, etc., de stress chronique, sont souvent liés, ou même de fringales, d'envie de manger trop, d'obésité, d'addiction, etc., sont liés à cette inéquation entre notre programmation initiale et puis notre environnement direct. Et donc, on a fait une formation qui est vraiment hyper intéressante et encore une fois, qui n'a pas pour but de dire ok, c'était mieux avant, il faut jeter ton ordinateur à la poubelle et puis dormir par terre sans oreiller ni matelas comme je l'ai fait en Namibie. C'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est plutôt d'essayer de trouver des outils concrets et pratiques pour facilement modifier à la marge notre quotidien, mais avec des effets, tu vois, type loi de Pareto de 80-20, quoi. C'est juste magnifique, donc absolument pas le temps de t'ennuyer. Je trouve ça vraiment génial. Je vais continuer à regarder quelques épisodes de podcast à la recherche de quelques axes, et puis je te contacterai si jamais j'ai quelques questions. Quelques instants, j'ai eu la crainte. Enfin, j'étais un peu effrayé aussi quand j'essayais de transposer ce que tu disais par rapport au questionnement que j'ai envers moi-même sur plein de choses. Mais je me dis que quelque part, si j'ai des questionnements puis que j'ai cette crainte, mais que malgré tout je continue à avancer, peut-être, et je l'espère en tout cas, que dans quelques années, je me dirai, bah ça valait quand même la peine. Et grâce à toi, je commence à me dire que c'est pas si mal et il faut que je persévère. Ah, mais je suis sûr que ça en valait la peine. Par contre, je pense que tes questionnements s'arrêteront jamais. J'aime bien cette phrase d'Elisa Marceau qui dit les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Ne jamais cesser le questionnement et voilà, effectivement, toujours garder cette curiosité, peut-être d'enfant, et puis continuer à explorer au-delà des limites. Donc, Limitless Project, au-delà du mur, finalement, on était fait pour se rencontrer. Exact. Merci beaucoup, David. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi, Hugo. C'était un plaisir partagé. Ravi d'avoir fait ta connaissance. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.